Bonjour, je suis Pascal Paquette de parlecoeur.com et aujourd'hui je vais vous entretenir de nos outils de rééquilibre au quotidien. Alors, ça fait déjà plus de 25 ans que j'accompagne des aides sur leur chemin de vie avec plusieurs outils. Et ce que je me rends compte que les gens ont le plus de besoin et que moi-même j'ai eu le plus de besoin dans toute ma vie et que je pratique encore à chaque jour, c'est mes outils d'équilibre au quotidien. Alors, qu'est-ce qui fait que je me sens bien? Qu'est-ce qui fait que je maintiens de me sentir bien? Ou qu'est-ce qui fait que je me déséquilibre et comment retrouver mon équilibre? Alors, commençons déjà d'entrée de jeu en disant qu'il n'y a pas de formule magique. Souvent, on cherche la formule magique. Ça n'existe pas. C'est une question de constance, de présence et je dirais même de fine présence à soi. Par moment, par exemple, moi j'aime beaucoup les métaphores, alors allons-y avec une métaphore d'entrée de jeu. Quand j'ai faim, mon corps a besoin de quelque chose. Lui, il m'envoie un signal de faim, mais si vraiment j'écoute mes cellules comme il faut, puis j'écoute vraiment ma faim, il ne me dira pas qu'il veut manger n'importe quoi. Il va me donner une instruction, ou du moins un feeling très spécifique par rapport à qu'est-ce qu'il souhaite manger. Ou du moins, dans quoi il va retrouver ce qu'il a besoin. Et donc, je vais être attiré vers un type de nourriture, puis tout à coup un autre type de nourriture. Je pense que tout le monde a pu vivre ça dans sa vie à un moment ou un autre. Tout à coup, j'aime beaucoup le brocoli, puis à un moment donné, j'y pense plus, j'ai moins le goût de manger du brocoli. Ou même à un moment donné, le brocoli, non, vraiment pas, et puis j'ai le goût de manger autre chose. Alors, c'est un peu comme... Il y a des mouvements comme ça qui se passent, il y a des transformations qui se passent au niveau de nos goûts. Et souvent, c'est en lien avec qu'est-ce que notre corps a besoin. Et ça, notre corps, c'est une intelligence universelle, c'est une fine intelligence universelle qui nous transmet exactement ce qui nous convient. Et puis, si on mange quelque chose qui répond pas aux réels besoins, prenons un exemple, notre corps, lui, souhaite avoir tel type de vitamines, de minéraux, peu importe, de nutriments, et que je vais plutôt suivre le goût que j'ai dans la bouche plutôt que ce que mon corps me transmet. Alors, je vais aller manger quelque chose qui contiendra pas ce qu'il veut. Alors, j'ai beau d'en manger. À un moment donné, j'aurai plus faim parce que je vais avoir rempli mon estomac, mais je vais quand même avoir faim pareil après parce que c'est comme, même si je suis bourré, imaginons la scène, je suis bourré de quelque chose, il demeure que je suis pas nourri. Alors, j'ai pas répondu aux réels besoins. Et mon corps me le transmet par une sensation de faim qui perdure, qui persiste au-delà du fait de m'être nourri ou du moins d'avoir mangé quelque chose qui n'est pas tout à fait ce qu'il souhaitait. Donc, c'est simple, c'est une question de complicité avec soi. Et pour arriver à ce type de complicité-là, on doit être en présence, en contact et à l'écoute. Alors, c'est un peu comme quand on a un conjoint, une conjointe ou des enfants, pour avoir un certain degré de complicité, il doit y avoir de la présence, de l'écoute réelle. Pas une écoute de sourd où je m'entends moi parler ou je m'écoute moi, mais vraiment une écoute de l'autre, une écoute profonde de l'autre. Alors, la même chose pour la relation avec soi dans nos cellules. Donc, ce qui est important, c'est d'être son meilleur ami. Et quand on a un meilleur ami, on passe du temps avec, on aime ça échanger avec lui, on aime ça entendre ce qu'il a à nous dire et on aime ça lui raconter des choses qui nous concernent. Évidemment, il y a peut-être quelques conversations de surface de ci, de là, mais essentiellement, c'est plus des conversations profondes avec un meilleur ami, une conversation qui fait du sens. Et puis, il y a une complicité, on se connaît bien, on ressent bien l'autre, on sait ce qui se passe dans sa vie, on sait tout à coup s'il nous dit pas quelque chose, on le sait, s'il nous dit quelque chose qu'on sent qui est pas tout à fait juste, on le sait, on peut lui dire, et voilà, il y a comme un échange, mais avec sensation, connexion et profondeur. Et quelque part, c'est ça qu'on a à voir avec soi. Et je dirais que c'est peut-être ce qui fait le plus défaut dans à peu près la vie de tous les gens qui me consultent, c'est ce type de relation-là fine à soi. Bon, on sait quel genre de film qu'on aime, on sait quel type de voiture qu'on aime, on sait quel genre de jeu vidéo qu'on aime, oui, mais profondément, des choses plus associées à notre bien-être réel et non pas des éléments de compensation ou de dispersion de surface, mais vraiment en profondeur. Est-ce que ça, je me connais réellement? Est-ce que je connais qui je suis? Est-ce que je suis capable de répondre à la question « Qui suis-je?
Souvent, je demande ça aux gens. Mais qui êtes-vous, vous? C'est à peu près toujours le silence ou la confusion qui règne après cette question-là. Et on se connaît très mal en tant qu'être humain et en tant qu'être universel. Donc, pour aller vers nos outils de rééquilibre au quotidien, faut se connaître. C'est simple, on doit passer du temps avec soi, on doit avoir une présence à soi, une intimité avec soi, une complicité avec soi, et de cette complicité et de cette intimité-là, on sait ce qu'on a besoin. Alors, les outils, c'est très simple. Ce sont des éléments qui, généralement, coûtent rien, qui sont accessibles à tous, peu importe notre niveau de vie, peu importe nos finances, peu importe le lieu où on est. Donc, ce sont des éléments qui ne dépendent de rien d'extérieur à soi, ou si peu. Allons-y avec les premiers qui me viennent comme ça spontanément. Marcher. Alors, une présence à soi à travers la marche. Souvent, on peut marcher, mais marcher pour aller quelque part, marcher avec un but, marcher en pensant, marcher en écoutant de la musique, marcher en faisant quelque chose. Mais en s'écoutant soi, en étant présent à soi, en étant en relation avec le battement de son cœur, en étant en relation avec le mouvement de ses poumons, les articulations qui bougent, comment je dépose mon pied sur le sol. Alors, c'est autant d'éléments qui vont faire la différence entre une marche où je suis conscient peut-être 5-10% de moi-même, ou une marche où je deviens conscient de peut-être, disons, 90% de moi-même. Et donc, je suis en présence. Je sens que je suis avec moi. Alors ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, la respiration. La respiration, c'est accessible à tous, tout le temps, en tout lieu. Qu'on soit debout, couché, peu importe, dans un endroit où il y a du monde, où il n'y a pas de monde, qu'on soit sur le top d'une montagne ou qu'on soit en pleine ville, la respiration, c'est vraiment l'outil principal de relation à soi et de présence à soi. Et c'est l'élément qui fait souvent le plus défaut dans la vie des gens. La respiration, là, c'est vraiment la fine présence à soi et c'est la première chose qui est influencée quand on a des émotions. Par exemple, si j'ai peur, qu'est-ce qui arrive? Ça fait « Alors, il y a comme une contraction qui se passe à l'intérieur, ma respiration bloque et tout à coup, ça fige. Et aussitôt que le danger passe, il y a comme un relâchement qui se crée. Alors, si je vis constamment dans un état de stress, constamment dans un état de tension, constamment, et puis à un moment donné, on s'en rend plus compte, hein? Ça devient un mode de vie, le stress, et il n'y a pas à dire, dans nos sociétés modernes, le stress est quelque chose de vraiment omniprésent. À un moment donné, on s'en rend plus compte et notre respiration est affectée. C'est sûr que quand je prends une profonde respiration, ne serait-ce qu'une seule, où je vais aller gonfler le ventre profondément comme ça, que je retiens le souffle 1 ou 2 secondes et ensuite je laisse aller, c'est certain que je ressens une sensation de détente instantanée. Je viens de le faire en vous le disant et je ressens effectivement une sensation de détente instantanée. Ça ramène à soi et ça relâche. Notre système nerveux se calme et se détend. Alors ça, c'est quelque chose qui est accessible, peu importe où on est, la respiration consciente. Sans entrer dans des techniques de respiration, si on garde ça simple, je vous transmets, on respire par le ventre, profondément, en gonflant le ventre, on retient 1 seconde ou 2 et ensuite on dégonfle le ventre. Souvent, la respiration qu'on voit chez les gens, c'est une respiration de surface dans le haut de la poitrine. Comme si on était toujours dans un état de tension au niveau du ventre, hein, à part la mode où on sait pas, c'est pas bien vu d'avoir un petit ventre et souvent on le rentre à l'intérieur, hein, pour la majorité des gens, c'est ce qu'on voit. Ben, c'est de laisser aller les muscles du ventre et d'amener sa respiration au niveau du bas-ventre profond. Si vous le pratiquez à quelques reprises, vous allez voir que c'est vraiment instantané comme sensation. Maintenant, il faut s'entendre sur le mot instantané. Hein? Tantôt, j'ai dit qu'il n'y a pas de solution magique et il n'y en a effectivement pas. Il y a
la constance, la persévérance, la pratique, la mise en pratique à tous les jours. Prenons l'exemple. Puis je prends souvent cet exemple-là avec de l'eau parce que je trouve qu'il illustre très bien les choses. Hein? Imaginons que j'ai pratiqué pendant plusieurs années un comportement stressant qui bloque ma respiration. Alors, c'est un peu comme si je prenais une masse d'eau, un verre d'eau, un plat d'eau, peu importe, qui est à, disons, 80 degrés Celsius et je le refroidis, et quand il atteint le 0 degré, il congèle, et là, je me sens mal, hein, la cristallisation de l'eau, je change d'état, je deviens crispé, je deviens cristallisé. Et là, l'eau continue de se refroidir. En fait, il y a un changement d'état. En haut de 0, elle est liquide, en bas de 0, elle est solide. Hein? On s'entend, c'est simple. Et là, je suis rendu à moins 10, moins 15, moins 20 degrés. Et là, tout à coup, je vous dis, regardez, c'est simple, vous n'avez qu'à allumer le four ou le poêle, peu importe, et votre eau, hein, la glace qui est de l'eau, va commencer à se réchauffer. Eh bien, vous n'obtiendrez pas une masse liquide en une seconde ou vous chauffez en une respiration, vous sentirez pas la grande détente et la grande transformation dans votre vie. Si ça fait des années que vous congelez votre eau, ben ça se peut qu'elle soit froide et ça se peut qu'on ait à respirer à plusieurs reprises pendant une période pour atteindre un certain niveau de détente et de bien-être. Ça se peut que la seule respiration tantôt que j'ai pris, que elle n'ait pas un impact ressenti instantanément. Il y a un impact, un peu comme pour l'eau. Si je chauffe et que je pars de moins 15 degrés à moins 14 degrés, il y a nécessairement un impact et c'est mesurable avec un thermomètre, mais c'est pas visible. Je verrai pas un changement d'état instantané, c'est-à-dire je passerai pas de glace à eau. Je vais devoir chauffer. Moins 14, moins 13, moins 12, moins 11, etc., etc. Je vais atteindre le moins 1, tout à coup, le plus 1, et là, whoop, il y a comme une bascule, et ah, tiens, je viens de me décristalliser, je viens de retrouver un état de bien-être. Et ça, c'est l'autre élément qui est super important de saisir. Il n'y a pas de solution magique, et ça prend la persistance, la persévérance et la constance, et de ne pas s'attendre, cesser d'avoir des attentes démesurées, irréalistes envers soi, qui nous amènent à perdre confiance en un processus. Par exemple, il y a des gens qui me disent « Ouais, ben là, j'ai fait ce que tu as dit, j'ai médité aujourd'hui 10 minutes, puis ben, je me sens pas mieux. » Évidemment, c'est pas quelque chose, c'est pas de méditer 10 minutes qui va faire qu'on se sent mieux, je dirais peut-être même pire sur le coup, parce que si c'est juste 10 minutes, on n'a pas vraiment le temps de se rendre dans un état de détente profond. Les pensées sont encore souvent très présentes, il y a encore des tensions dans le corps, donc on n'atteint pas ce niveau-là de détente recherchée et de bien-être recherché. Donc, encore une fois, j'insiste, ne pas avoir d'attente démesurée par rapport à une technique, un processus ou des outils comme ça, mais plutôt d'être dans la conscience que ça prend la régularité, la constance et la persévérance. Je suis bien conscient que je me répète, ça fait 25 ans que je me répète, et je vais continuer de me répéter parce que ce sont des éléments si simples, mais tellement négligés. Et comme je le vois avec à peu près tout le monde qui vient dans mon bureau, ce type de difficultés-là, et ce sont aussi les difficultés que j'ai rencontrées au tout début de mon cheminement, évidemment, comme tout le monde. Hein. Je suis pas à part de personne, on en est tous là. Mais ça m'a permis de pratiquer jusqu'à ce que je découvre des outils. Mais les outils comme tels, c'est rien. Hein? Un peu comme je dis, il y a un clou qui sort de mon plancher et j'ai un marteau, mais si je m'en sers pas, il rentrera pas. Puis ça se peut que ce soit pas un coup de marteau, mais peut-être 10, peut-être 20 que je doive donner pour que le clou retrouve son espace, pour plus que je m'accroche dans le clou. Hein? On s'entend. C'est des choses simples que je vous transmets, c'est rien de sorcier. Mais c'est quelque chose que dans notre société moderne où on cherche la satisfaction rapide. J'ai mal, docteur, donnez-moi une pilule que je cesse d'avoir mal. C'est ce qui est recherché pour la majorité, c'est une satisfaction rapide, une élimination du symptôme sans avoir à faire d'efforts. Et malheureusement ou heureusement, peu importe sous quel angle on le voit, quand on parle de cheminement personnel, quand on parle de changer sa vie, nécessairement ça passe par pas de l'effort, je dirais plutôt du lâcher-prise. Lâcher-prise sur les efforts de performance, lâcher-prise sur les efforts de résultats et plutôt
laisser aller et se détendre et respirer calmement et profondément, plutôt que de se pressuriser, se tendre. Vous voyez, dans notre société moderne, oui, la recherche de la satisfaction instantanée, et quand on l'a pas, on laisse tomber. Hein? C'est comme, je vais envoyer un courriel, si ça marche pas, tout de suite je deviens impatient, et puis là, il y a quelque chose qui se passe, ça fait pas mon affaire, et je dois changer de méthode. Vous voyez, hein? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Plus ça va vite, et plus on a de résultats rapides, plus on veut que ce soit comme ça partout. Je comprends très bien l'idée. Mais dans un processus de rééquilibre de sa vie ou de changement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas la loi, c'est pas la règle universelle. La règle universelle ou la loi universelle, c'est vraiment que ça prend, un peu comme pour de l'eau, on doit chauffer jusqu'à ce qu'elle devienne liquide. Et quand elle est liquide, c'est là qu'on retrouve notre état de fluidité. Puis même si on va plus loin, on peut même en faire de la vapeur. Hein? Quand on est sous forme de vapeur, c'est encore mieux. Là, on dit « Wow, je me sens tellement bien, là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui m'atteint, peu importe ce qui arrive autour, ça va bien. » Ben oui, un avion voyage très très bien à travers un nuage qui est de l'eau en suspension. Elle voyage vraiment pas bien si on arrive dans l'eau liquide, puis de la glace, on oublie ça, vous comprenez l'image. Alors c'est la même chose. Plus on est en expansion, plus on est détendu, plus on est ouvert, plus on est dans un état de bien-être, plus à ce moment-là, on se sent bien et heureux et en équilibre. D'autres éléments associés à des outils de rééquilibre au quotidien, donc on a parlé de la marche, on a parlé aussi de la respiration. Alors, souvent, quand on marche, on respire, ça nous amène à être en contact avec notre respiration. Donc, les deux, c'est vraiment comme deux outils là, que je dirais qui sont les principaux outils. Peu importe ce qui arrive, aller marcher et respirer, ce sont les deux premiers éléments à faire. Maintenant, il y a d'autres éléments à tenir compte. Par exemple, la posture. La structure de notre être fait en sorte qu'on est dans un alignement. Alors, cette structure-là nous amène à avoir une posture juste. Si je suis, puis vous pouvez le faire, vous vous tenez debout et là, vous mettez tout votre poids vers l'avant. À un moment donné, si vous restez comme ça longtemps, vous allez avoir mal aux orteils, mal au bout des pieds. On n'est pas fait pour ça, on est fait pour être en équilibre. Donc, le poids réparti de façon égale sur nos pieds. Pas la tête penchée par en avant. Si vous restez comme ça longtemps, ça demande un effort, ça va créer un état de tension. Donc, un alignement et une posture juste qui favorise la libre circulation de l'énergie. Hein, souvent, quand on veut se reposer, semble-t-il, on va s'asseoir et on regarde la télé, par exemple. Et là, dans quelle posture on s'installe? Souvent, c'est dans une posture qui est évasée sur le divan. Alors, et cette posture-là n'est pas une posture de repos. Notre corps est sous un état de stress. Je sais que c'est un peu paradoxal, mais les jambes croisées, les bras croisés, le corps tout croche, penché à droite, penché à gauche, la tête à moitié à côté, c'est pas comme ça qu'on va aller retrouver une sensation de bien-être. C'est sûr que pendant quelques minutes, ça va. Mais si on garde ça de façon prolongée, on se sentira pas mieux. Donc ça aussi, c'est faire attention à notre posture. Que je sois en train de travailler au bureau, à l'ordinateur, en train de conduire ma voiture, en train de parler à quelqu'un, peu importe ce que je fais, être conscient de ma posture et m'assurer d'avoir une posture juste. Juste veut pas dire raide. Juste veut dire souple, en équilibre, mais aligné. Alors, ça, c'est un élément qui va m'amener à laisser aller aussi des tensions parce qu'une posture qui n'est pas alignée m'amène des tensions. Ensuite, la nourriture. C'est clair que si j'ai mangé trop lourd, si j'ai mangé des éléments qui conviennent pas à mon corps parce que, bon, je me suis pas écouté ou, bon, j'ai exagéré sur le gâteau ou sur le pain blanc ou des choses comme ça, ben, nécessairement, mon corps va me donner des signes, des symptômes de fatigue, de congestion, de lourdeur. Et là, ben, je vais être porté à aller vers des aliments pour essayer de me redynamiser, des excitants, des choses comme ça. Donc, c'est pas comme ça qu'on retrouve l'équilibre. Alors, un outil d'équilibre, c'est d'être présent à soi et de choisir une nourriture qui est juste. Juste veut pas dire, attention, d'aller à l'autre extrême, je prends
plus de pain, plus rien, non. Mais c'est de choisir peut-être un pain qui est bon pour soi, choisir des aliments légers qui nous nourrissent réellement. Et quand je termine un repas, j'ai la sensation d'avoir plus d'énergie que quand je l'ai commencé. Alors, je vous donne un exemple. Si je mange des aliments vivants, des germinations, la salade, des aliments qui sont vivants, qui n'ont pas de pesticides, d'herbicides, d'hormones de croissance, de quoi que ce soit à l'intérieur, donc souvent on va appeler ça des aliments biologiques de nos jours. Si je mange ce type d'aliments-là, qui sont vivants, qui ont des enzymes, ils me donnent de l'énergie. Maintenant, si je prends des aliments qui sont transformés, qui contiennent des colorants artificiels, des produits chimiques, des agents de conservation, si je prends des aliments que mon corps ne reconnaît pas comme étant de la nourriture, ça le bourre, mais ça ne le nourrit pas. Par exemple, le pain blanc. Ben à ce moment-là, mon corps, lui, ne sait pas quoi faire avec ça et ça le congestionne. Souvent, on voit ça, les gens, ils ont une voiture, et on veut la meilleure huile, la meilleure essence pour aller dedans parce qu'on veut que ça performe et que ça dure longtemps pour pas que ça nous coûte cher. Ça, c'est à peu près tout le monde. C'est rare les gens qui vont dire « Ah, mais n'importe quoi dans mon char, c'est pas grave. » C'est très rare qu'on entend ça. Alors, on veut avoir l'essence la plus propre et la plus pure possible, la moins chère, mais la plus propre et la plus pure. On voudrait pas mettre de la melasse ou du sucre ou du jus de fraise dans notre voiture parce qu'on sait très bien que ça fonctionnerait pas. Le moteur fonctionnerait pas, il y aurait des ratés, ça irait mal. Et puis, de là, on sait très bien que ça nous amènerait, pas nécessairement instantanément, mais avec le temps, ça nous coûterait cher de réparation, de ci, de ça, et on vivrait des désagréments. On pourrait plus servir notre voiture, elle resterait prise sur le bord de la route, on pourrait pas se rendre à destination. Ben, quelque part, notre corps, c'est exactement la même chose. Si on met dans ce corps-là des éléments parce imaginons qu'à l'intérieur de nous, on est comme un moteur et on utilise de l'énergie, du fuel qui va être transformé en énergie. Alors, on doit lui donner à ce corps-là des aliments qui vont pouvoir être transformés en énergie et non pas des aliments qui vont lui demander de l'énergie ou encore moins qui vont le congestionner ou l'alourdir. C'est la même chose pour la voiture. On veut mettre une huile qui est bonne, qui est propre, qui est pure, on la change régulièrement. On veut que ça circule bien et notre huile, c'est notre sang, c'est notre lymphe et on veut que notre sang soit léger, soit pur. On veut pas qu'il y ait des dépôts. On veut pas boucher les petits circuits dans notre corps avec des dépôts qui vont venir congestionner, puis après ça, avoir des difficultés au niveau de la circulation. Donc, je vous donne des choses vraiment évidentes, sauf que comment je considère mon corps versus comment je considère ma voiture, souvent, la voiture, elle devient plus importante parce qu'on voit tout de suite. Si je fais quelque chose qui est pas bon pour ma voiture, tout de suite, je vais avoir un résultat, un impact. Soit que je vais rester pris en panne, ou que la voiture me donnera pas de rendement. Par contre, il y a certains éléments qu'on sait aussi que ça a une incidence sur le long terme. On veut préserver de la rouille. On voudrait pas avoir une voiture qui rouille prématurément. On voudrait pas avoir un moteur qui brise à 50 000 km, qui nous laisse tomber. Mais si je néglige l'essence, l'huile, et etc., tous les liquides qui rentrent dans la voiture, ça va avoir nécessairement un impact à court, moyen et nécessairement long terme. Il faut voir notre corps de la même façon. Ce que je lui donne crée un impact à court, moyen ou long terme. Donc, qu'est-ce que je veux? C'est ça la question à se demander. Qu'est-ce que je veux, moi, à long terme? Est-ce que c'est pas grave dans 25 ans d'être malade? Est-ce que c'est pas grave dans 25 ans de me créer un cancer? Est-ce que c'est pas grave dans 25 ans d'avoir de la haute pression, des veines bouchées, etc.? Si c'est grave et si je sais pas ce que je souhaite, j'ai tout simplement à faire des choix aujourd'hui qui sont cohérents et conséquents avec ce que je souhaite obtenir plus tard. Parce qu'on sait très bien que ce que je fais maintenant a une incidence sur le long terme. Et comme un verre d'eau se remplit avec des gouttes, c'est la même chose. On se crée pas des maladies parce qu'on mange une fois du pain blanc. Entendez-moi bien, je suis pas non plus un extrémiste. Le corps est très bien capable de composer de temps à autre et que le temps et le autre soient bien répartis dans le temps, si vous m'entendez bien. De temps à autre,
effectivement, je peux prendre un petit peu plus de vin, un petit peu plus de pain, un petit peu... Des éléments comme ça, notre corps est fait pour pouvoir transformer tout ça. On a tout ce qu'il faut. On va sentir l'effet, mais ce ne sera pas permanent ni durable. On ne créera pas de dommages permanents. Parce qu'on est capable de se rééquilibrer. Si de temps à autre, sur une période de temps vraiment bien répartie dans le temps, je vais vers des petits aliments comme ça qui sont pas nécessairement parfaits pour mon corps, ben il va très très bien les transformer et puis c'est pas grave du tout, il n'y a vraiment aucune incidence. Par contre, si je fais ça de façon répétée, de façon constante, de façon soutenue, et c'est pas de temps à autre, mais bien régulièrement, un peu comme je mets une goutte, je mets une goutte, je mets une goutte dans un verre, ben à un moment donné, je vais me retrouver avec un verre plein. Et si je continue de mettre des gouttes, ben ça va déborder. Donc, c'est vraiment cette image-là qui est à retenir. Qu'est-ce que je mets? Est-ce que mon corps, je lui laisse le temps et je lui donne aussi la chance de processer tout ça? Est-ce que je transforme les choses? Maintenant, il y a certains aliments qu'on ne se pose même pas la question. C'est une évidence même que l'impact est instantanément destructeur. Il y a des choses que le corps ne veut pas et ne peut pas transformer. Un peu comme si, au lieu de l'essence, je mets de la mélasse dans ma voiture, ben nécessairement, mon moteur, je vais complètement le briser et puis je vais devoir l'envoyer à la réparation. Donc, c'est la même chose pour le corps humain. Il y a des choses qui sont à ne pas du tout et jamais consommer. Maintenant, il y a d'autres aliments qui sont pas destructeurs instantanément, mais qui sont pas nécessairement bons, pas nécessairement nutritifs à 100%, avec lesquels le corps peut composer. Et ça, ben, il y a une question de connaissance personnelle, puis maintenant, de nos jours, avec l'Internet et toute l'information qui est disponible, il n'y a aucune raison d'être dans l'ignorance par rapport à ça, il suffit de s'informer un peu. Et puis, aussi, avec l'écoute de soi, l'écoute de ses cellules, ben on sait reconnaître les aliments qui sont bons et qui sont pas bons pour nous. Et évidemment, c'est pas notre ego qui choisit, c'est pas nos caprices qui choisissent, c'est pas les petites voix qui disent oh un bon petit morceau de gâteau au chocolat, ça serait bon. Donc c'est pas le caprice de l'enfant capricieux qui choisit, mais bien le maître à l'intérieur de soi, l'être qui sait, celui qui sait et qui est pas soumis à une forme de contrôle par des manipulations intérieures associées. Ah oui, mais c'est bon. Ah oui, mais c'est bon. Ah oui, mais c'est tellement bon. Je veux pas laisser tomber telle habitude parce que c'est bon dans ma bouche. Alors, ce que j'appelle les nourritures émotionnelles, hein, qui sont associées souvent à des programmes du passé. Donc, vous voyez, c'est ce que j'entends souvent. Quand je parle d'une transformation au niveau de la nourriture, c'est « Ah oui, mais c'est bon. Oui, mais j'aime ça. Je veux bien que tu aimes ça, mais ça te détruit. » Alors, à un moment donné, il faut avoir une conscience et faire des choix. Donc ça, c'est un autre élément de rééquilibre. Un autre outil de rééquilibre au quotidien, c'est la conscience de soi à travers la nourriture, une nourriture juste. Et si je me sens lourd, et si je comprends que c'est à cause de ce que j'ai mangé la veille, ben le lendemain, je vais avoir une nourriture d'autant plus légère, d'autant plus facile à transformer pour mon corps et qui va lui donner tout ce dont il a besoin pour compenser, transformer la lourdeur que j'ai créée la veille. Évidemment, je répète encore une fois parce que je vais me répéter pendant encore des années. Si je fais ça à tous les jours, mon corps, à un moment donné, il ne pourra plus transformer et il va y avoir une création de maladies par accumulation. Maintenant, quand on parle de nourriture, on doit parler plus que juste la nourriture des aliments qu'on donne à notre corps. On doit regarder la nourriture sous toutes ses formes. De quoi je nourris mes yeux? Est-ce que je les nourris de beauté? Est-ce que je regarde la beauté de la vie? Est-ce que je regarde le lever, le coucher du soleil, la beauté des nuages, les gouttes de pluie? Est-ce que je regarde l'herbe, les fleurs? Est-ce que je prends le temps de regarder les couleurs, les formes que la nature nous a transmises, les arbres, l'écorce, tous ces petits détails-là de la vie, les pierres, la terre, l'eau, contempler, regarder, voir la beauté et le merveilleux dans ce qui m'entoure. Et si je suis plus en ville, et il y a moins de ces éléments-là, ben le ciel est toujours présent, le soleil est toujours présent, la lumière, et il y a toujours des gens qui mettent des fleurs, il y a toujours des arbres, mais quand même, il y en a moins. Et alors, s'il y en a moins, mais je peux regarder la création qui a été faite par les hommes. La ville, c'est quand même une création de l'homme. Et on peut regarder toute la créativité, toute l'inspiration dont l'homme a été
infusé, si on peut dire, pour pouvoir créer de si belles choses. Alors, tout est une question de regard, hein? Un outil de rééquilibre, c'est comment je regarde et de quoi je me nourris au niveau de mon regard. Si je regarde des éléments lourds, négatifs, je sais pas moi, des films par exemple qui sont noirs, avec des émotions noires, des films de peur, des films d'horreur, des films d'extrême violence, des films qui sont pas nourrissants pour l'être profond que je suis, à ce moment-là, je suis nécessairement dans un mouvement de désharmonisation de mon être et je vais devoir me rééquilibrer. Alors, tant qu'à y être, pourquoi ne pas rester en équilibre et se nourrir uniquement de belles et de bonnes choses? Et donc, pour pouvoir retrouver mon équilibre, de quoi je nourris mes yeux? Qu'est-ce que je lis? De quoi je nourris mes pensées? Est-ce que je lis des choses inspirantes? Est-ce que je vais amener mon regard sur des lectures qui sont inspirantes, sur des photos, sur des images qui sont inspirantes, sur des vidéos, sur des émissions de télévision, sur des films qui sont inspirants, qui me nourrissent profondément et qui me donnent une sensation d'augmentation de moi-même ou d'expansion de moi-même plutôt qu'une sensation de réduction, de tension et de stress. On a accès à tout. On a accès à absolument tout dans notre société, autant des éléments de grande déviance que des éléments de grande conscience et de grande expansion. Et la seule personne qui choisit, c'est moi. Quand j'entends des gens qui se disent victimes de la société parce que on leur a vendu des cigarettes pendant tant d'années, c'est épouvantable que des compagnies vendent des cigarettes, bien sûr, c'est épouvantable que des compagnies vendent des cigarettes, mais à la fois, il y a quelqu'un qui les fume, ces cigarettes-là, là. Et tout fonctionne ainsi. S'il y a personne pour les fumer et que les anciens fumeurs recherchent des fleurs, ben, maintenant, les compagnies de cigarettes vont devoir se transformer en compagnies qui vendent des fleurs parce qu'ils vont répondre à la demande. Alors, pour moi, c'est pas de dire je suis une victime d'une compagnie qui vend des cigarettes, mais plutôt je choisis de ne pas mettre de cigarettes dans ma bouche, dans mes poumons, parce que je sais très bien que c'est destructeur. Il n'y a pas personne qui m'impose ça. Alors, on peut choisir véritablement de quoi on se nourrit et cesser de croire qu'on est une victime. La même chose quand je vais acheter mon épicerie, je peux choisir des aliments qui sont non transformés, des aliments qui sont pas faits en usine, des aliments qui ne contiennent pas de colorants artificiels, de produits chimiques, d'insecticides, d'herbicides, de colorants, est-ce que je l'ai dit, d'agents de conservation, des aliments qui ne contiennent pas de sucre, ou de sucre ajouté. Bon, il y a les sucres des fruits, les sucres des légumes, tout ça, mais je parle de sucre ajouté qui viennent complètement me déséquilibrer. Vous voyez où je m'en vais, hein? Les aliments les plus simples, ceux que la nature a créés dans leur état le plus naturel possible et donc sous forme non transformée par l'homme. Ça, c'est certain que c'est bon pour moi parce que la nature crée pour moi ce dont j'ai besoin. Je suis un être de la nature et la nature crée pour moi ce dont j'ai besoin. J'ai pas besoin de le transformer. J'ai pas besoin de mettre des agents de conservation. J'ai pas besoin de mettre de colorants. Je n'ai qu'à me nourrir de ce que la nature me transmet et ça va être bon. En métaphore, je vous transmets ceci. On sait très bien que pour un bébé, le lait maternel de sa maman est tout à fait juste et équilibré pour lui spécifiquement. Et si tout à coup, il est en relation avec un virus ou une bactérie, ben, le lait de la mère va se transformer et pour nourrir encore plus le bébé, pour fortifier son système. Et donc, le lait maternel, c'est ce qu'il y a de plus naturel pour le bébé et le lait maternel, c'est la nature même. Et ils n'ont pas besoin de se parler avec des mots. Il y a comme une connexion énergétique qui existe entre la mère et le bébé. Et la mère n'a même pas besoin de savoir qu'est-ce que le bébé a besoin, mais son corps le sait. Et son corps va fabriquer un lait qui est parfaitement équilibré pour le nourrisson qui, lui, a besoin de ce type de lait-là. Ben, notre terre-mère nous donne, non pas du lait, mais bien des aliments qui sont adaptés à un corps qui est aussi de la terre
Et on n'a pas besoin d'aller vers autre chose, on n'a pas besoin de cette nourriture industrielle maintenant. Pourquoi est-ce que ça existe? C'est parce qu'il y a des gens qui sont pressés, qui n'ont pas le temps de cuisiner, qui n'ont pas le temps de faire à manger, ils n'ont pas le temps de prendre soin d'eux, ou ils n'ont pas le temps de prendre soin de ceux qui aiment, et qui vont choisir la facilité. La facilité, c'est pas nécessairement la bonne chose. Pas la facilité dans le sens faut se compliquer la vie, non, mais la facilité dans le sens de dire tiens, le repas est déjà tout fait, je vais le mettre au micro-ondes. Oh mon Dieu, on oublie ça là, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Je vais le mettre au micro-ondes, je vais le bombarder d'ondes. Puis après ça, je vais penser que je me nourris. Mais non, c'est rempli de toutes sortes d'aliments, trop de sel, trop de gras, trop de sucre, ou des sucrants artificiels, ou des aliments qui sont absolument pas appropriés pour mon corps, donc qui sont pas des aliments. Hein. En anglais, je pense que ça se dit pas en français, mais enfin en anglais, ça se dit bien. There is no junk food, there is junk and there is food. Alors, si je le traduis, il n'y a pas de nourriture déchets. Il y a des déchets et il y a de la nourriture. Et c'est vraiment ça. Il y a de la nourriture et il y a des déchets. Maintenant, qu'est-ce que je veux mettre dans mon corps? Nos enfants, on les aime. On voudrait pas mettre des choses qui les détruisent dans leur bouche. Pourtant, on le fait souvent. Et quand on regarde l'impact, j'ai goût de vous raconter ça. Moi, personnellement, quand j'étais enfant, j'étais nourri. Ma mère avait pas toutes les connaissances, de toute évidence. J'étais nourri avec beaucoup de viande rouge qui contient toutes sortes d'hormones à l'intérieur dont j'ai absolument pas besoin. J'étais nourri avec des sucres et du sucre et du sucre et du sucre. Je buvais au moins 2 litres par semaine, je dis bien boire, de Crown Brand Syrup, du sirop de maïs. Et du sirop d'érable, du sucre blanc, ce qu'on appelle le maple spread, des tartinades au caramel, des tartinades au chocolat, du beurre d'arachide sucré avec du sucre à glacer dedans. Et c'était que ça que je mangeais, plus les céréales. Vous pouvez même pas vous imaginer le nombre de grammes de sucre. C'était que ça que j'avais à mettre dans mon corps. Alors imaginez un petit enfant, tout petit, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, et on le bourre de sucre, de colorants artificiels, de produits chimiques comme ça, qui altèrent son fonctionnement naturel. Et après ça, on lui dit « Assis-toi et écoute le professeur toute la journée ». C'est impossible. J'avais des difficultés de comportement, j'étais toujours en train de me faire mettre en suspension, j'arrivais pas à rester assis, j'étais rempli de sucre. C'est un peu l'image que j'ai, c'est un peu si on me prenait, on m'assoit sur un feu ardent, la braise des charbons ardents, et on me dit « Assis-toi ». Et écoute-moi pendant que je te parle. Moi, à l'intérieur de moi, là, on m'a rempli de sucre. Alors, je suis une bombe. Et c'est pas de la bonne énergie, là. C'est une bombe plus nerveuse que d'autres choses. Alors, c'est extrêmement difficile de rester concentré. Et aujourd'hui, de nos jours, on regarde, il y a tellement d'enfants qui ont des difficultés de concentration, des difficultés de présence, Puis après ça, on va leur donner des pilules pour compenser une nourriture complètement déséquilibrée qu'on leur donne. Si on change la nourriture de ces enfants-là, je suis persuadé qu'on vient d'éliminer 90% des troubles de concentration, de surexcitation, des difficultés même au niveau scolaire, parce que notre corps a besoin d'une alimentation qui est juste pour bien fonctionner. Et l'attention qu'on a par rapport à un professeur ou la capacité de comprendre même un exercice ou d'intégrer ou de mémoriser est en lien direct avec notre état. Et si notre état est modifié par une alimentation qui est pas juste, qui est contaminée, ben nécessairement, je vais avoir de la difficulté. Un peu comme quand j'appuie sur l'accélérateur, si j'ai des éléments dans l'essence qui sont des contaminants puis qui ne brûlent pas et qui ne font que congestionner le système et mon moteur, ben je vais avoir des ratés. Ça ne donnera pas le rendement. Et c'est un peu la même chose. Maintenant, le corps humain d'un enfant, c'est tout petit un enfant, là. C'est incroyable. Et puis, on lui met tellement de choses. C'est sûr que lui, il a plein de caprices. Lui, il veut manger les bonbons, il veut manger le chocolat, il veut manger le gâteau au chocolat, il veut... Bien sûr, mais en tant que parent, avec l'amour qu'on a pour nos enfants, on doit lui dire non et lui offrir quelque chose en remplacement. Quelque chose qui soit bon, quelque chose qu'il aime. Il y a tellement
tellement d'éléments de remplacement maintenant qui n'ont aucune incidence négative sur le corps et qui sont absolument délicieuses au niveau du goût, parce que moi, je soutiens toujours, j'adore les choses qui goûtent bon. Je ne veux pas manger des choses qui ne goûtent pas bon. Et ça, c'est clair pour moi. Et ça fait 25 ans que je me nourris essentiellement végétarien, que je mange pas de viande. J'ai pas besoin de ça. Je me suis même, à un certain moment donné, entraîné quand même assez intensément. Je fais du jogging. J'ai vraiment, là, je suis très, très, très actif. J'ai jamais manqué de protéines. J'ai jamais eu des prises de sang qui étaient défectueuses au niveau des minéraux, au niveau des vitamines ou quoi que ce soit. Tout est en équilibre. On n'a pas besoin de viande, pas besoin de sucre artificiel, pas besoin de tous ces produits, ces colorants-là artificiels. Je suis presque essentiellement crudivore. C'est pas que je dis qu'il faut faire ça, c'est juste que je vous partage un peu mon style de vie. Je vais manger par moments des choses cuites, bien sûr, quand je vais au restaurant, c'est ainsi. Mon corps est capable de le prendre, comme je disais tantôt, parce que, de l'autre côté, je lui offre des éléments purs qui le nourrissent réellement. Donc, c'est un peu vers ça que je vais vous amener, c'est un outil de rééquilibre au quotidien. Ben, l'idée, c'est de ne pas se déséquilibrer en partant. C'est pour ça que je vous transmets un peu ces éléments-là. Évidemment, on pourrait aller beaucoup plus loin quant à la nourriture, et je vais le faire dans une autre conférence. Toutefois, pour celle-ci, je vais m'en tenir à ces éléments-là qui ouvrent une porte et qui va sûrement vous amener à vous questionner et peut-être même faire des recherches, aller vous instruire, aller chercher l'information. Et faites attention aux sources d'information. Il y a plusieurs sources d'information qui sont par moment qui sont transformés, qui sont selon ce que la personne veut bien. Moi, je dis toujours, allez-y avec comment vous vous ressentez. Et évidemment, si vous arrêtez toute forme de sucre du jour au lendemain, vous allez vous sentir mal au début. Puis là, vous allez dire, mais voyons, Pascal, ça fonctionne pas. Je me sens mal. Mais ça n'a rien à voir. C'est une question que là, votre corps est en train de se rééquilibrer. Quand je parle de sensation, je reviens à ce que je disais tantôt, sur le long terme. C'est toujours sur le long terme qu'on peut constater la différence. Alors voilà. Un autre élément de rééquilibre au quotidien, très important, c'est le sommeil. Si j'ai une bonne nuit de sommeil ne veut pas dire une longue nuit de sommeil, une bonne nuit de sommeil veut dire un sommeil où je me suis endormi détendu, où je suis dans une profonde détente. D'ailleurs, si vous regardez sur mon site web, j'ai créé un accompagnement au sommeil qui vous amène à relâcher profondément avant d'aller vers le sommeil pour permettre vraiment à notre esprit de s'envoler vers l'univers et de faire son voyage nocturne pendant que le corps, lui, est dans un état de détente profond où il peut réellement faire tout son travail de nettoyage, de régénérescence. Et donc, c'est pas la longueur du sommeil, quoique quand même une certaine période nécessaire, mais plutôt la qualité. Et donc, d'aller vers la qualité du sommeil. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Il n'y a pas personne qui pourrait dire « Ah ben là, je suis trop occupé cette semaine, je dormirai pas du tout. » Par contre, il y a plein de monde qui vont dire « Ah ben là, je suis trop occupé cette semaine, j'ai pas le temps de manger, j'ai pas le temps de méditer, j'ai pas le temps de respirer, j'ai pas le temps... » Personne ne penserait dire « Je vais arrêter de dormir ou je vais arrêter d'aller à la toilette, par exemple, parce que ça, c'est des besoins essentiels. » On sait très bien que si on dort pas, on va se retrouver en difficulté très rapidement. Très, très, très rapidement. Donc, avoir une qualité de sommeil, très important. Un autre outil de rééquilibre au quotidien. Maintenant, si notre sommeil est vraiment en grande difficulté, à ce moment-là, il y a aussi des plantes, des herbes qui peuvent nous aider à retrouver un état de détente et de calme avant d'aller se coucher. Il faut pas s'endormir fatigué, hein. Souvent, les gens attendent d'être fatigués pour aller se coucher. Non, 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 non. On doit se coucher pour dormir reposer. Je sais que c'est un paradoxe, c'est un peu étrange que je vous dis, mais quand j'entends « Ah oui, mais je n'étais pas fatigué, je suis pas allé me coucher tout de suite, finalement, je me suis couché à 3 heures du matin parce que je sentais pas la fatigue. » Mais le lendemain, ben, j'avais l'impression de ne pas avoir dormi, c'est sûr. Même si on ne ressent pas la fatigue, et surtout si on ne la ressent pas, c'est le bon moment pour aller se coucher. Parce que notre corps, quand il est fatigué, il ne peut plus, il a besoin d'énergie, il a besoin de repos. Alors on doit se reposer avant d'aller dormir, prendre un moment pour respirer, laisser tomber les écrans, laisser tomber le travail intellectuel, de pas lire aussi avant de se coucher, mais plutôt d'aller respirer, de tamiser la lumière, hein, pour qu'il y ait un calme qui s'installe avant d'aller dormir. Donc je pourrais développer aussi plus longuement là-dessus, mais déjà, un élément de rééquilibre important,
le sommeil. Un autre élément important, c'est la méditation. Bon, les gens vont dire, on peut très bien vivre sans méditer. Oui, effectivement, on peut. Toutefois, vivre avec la méditation, ça fait 25 ans au moins que je médite, à tous les jours, ça fait toute la différence. Avant ces 25 années-là, j'avais vraiment, bon, il y avait plusieurs éléments, mais j'avais des problèmes de santé, j'avais des problèmes de sommeil, j'allais pas très bien. Et quand j'ai commencé à méditer, pas la première année, mais progressivement, hein, j'ai vu mon temps, mes heures de sommeil diminuer vraiment drastiquement. Je suis passé de 8-10 heures par jour à 4-5 heures, même par moment 3 heures par nuit, mais un bon, profond 3 heures, 4 heures, 5 heures, des fois 6, mais la majorité du temps 5, et c'est plus que suffisant. Je me réveille de moi-même, je suis en pleine forme, plein d'énergie, et ça, c'est la méditation qui m'apporte ça. Et à un moment donné, puisque je l'enseigne, il fallait que je fasse quelques tests avec moi. Je me suis dit, tiens, je vais arrêter de méditer pendant une semaine. Et tout de suite, j'ai vu un impact direct sur mon énergie, sur comment je me sens et évidemment sur mon sommeil et ma capacité de récupérer de mon sommeil. Alors, la méditation, et encore une fois, j'offre des cours de méditation et puis j'offre une plage aussi de guidance à la méditation sur mon site web, parlecoeur.com. Et ça prend un certain temps pour retrouver une sensation de bien-être et on doit rester là pendant un certain temps. Si vous suivez la guidance que j'ai créée, vous allez voir, c'est un certain temps que ça prend pour pouvoir trouver l'état méditatif. Et de là, ressentir vraiment les bienfaits. Les bienfaits, il y a une partie des bienfaits qui sont instantanés, une partie des bienfaits qui arrivent à moyen terme et une autre partie des bienfaits qui arrivent à long terme. Donc, c'est une question, encore une fois, de pratique, de persévérance, de constance à tous les jours. Et je vous le dis comme ça, tant qu'à parler de la méditation, il n'y a pas une journée, même si ça fait 25 ans que je médite, que je me lève avec le goût de méditer. On s'entend? Le mental, l'ego, les caprices à l'intérieur de soi ne veulent pas aller vers la méditation. C'est un moment où on laisse aller les pensées, c'est un moment où on laisse aller les tensions, c'est un moment où on ne nourrit plus l'ego, l'aspect terrestre, on n'est pas dans la performance du tout, on est dans le lâcher-prise. Alors c'est sûr qu'on ne se réveille pas avec le goût de méditer. Par contre, on peut choisir de méditer. J'ai pas besoin d'avoir le goût de méditer pour méditer. J'ai à choisir, décider et le faire. Alors, je me réveille, je m'assois et je médite. Aussi simple que ça. Je me demande pas, j'ai-tu le goût ce matin? Parce que c'est sûr que je l'ai pas. Alors, je commence à méditer. Et ce qui est fascinant, c'est qu'au bout d'une minute ou deux, déjà, ça fait comme, ah oui, ça fait tellement du bien. Et là, le goût arrive. Le goût arrive en méditant et non pas avant de méditer. Alors, je vous le transmets parce que c'est un des pièges principaux. Si on se fie juste à qu'est-ce qu'on a le goût dans la vie, ben on fera pas grand-chose. À moins d'avoir des goûts vraiment sains, mais c'est rare. Je connais pas grand monde qui se lève avec le goût de méditer le matin. Je connais plutôt des gens qui ont décidé de méditer, même s'ils n'ont pas le goût, et qui intègrent ça à leur vie. Maintenant, après un certain temps, les bénéfices sont tellement grands que je dirais que le fait de ne pas avoir le goût est presque plus présent. Ça devient vraiment comme minime. C'est vraiment subtil. Donc, j'ai pas à me battre avec moi-même là, le matin pour méditer. C'est juste comme une arrière-pensée très, 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 très ténue de « Oh non, ça me tente pas ». Vous savez, c'est cette petite voix-là qui dit « Oh non, ça me tente pas ». Ben, il s'agit de pas lui répondre et de méditer quand même. Et de rester là le temps que ça prend pour pouvoir se rendre à l'état méditatif. Par moment, on va l'atteindre en 10 minutes. Par moment, ça peut prendre 30 minutes. Donc, j'ai créé une plage, si je me souviens bien, de 33 minutes, qui peut aussi se prolonger. Vous n'êtes pas obligé d'arrêter. Mais c'est autour de ça. Il ne s'agit pas non plus de méditer 6 heures par jour. On ne vient pas sur la Terre pour ça. Par contre, c'est important de le faire pendant une certaine période assez longue pour aller en chercher les bienfaits, les bénéfices. Je souhaite revenir sur un élément au niveau des nourritures. Tantôt, j'ai parlé des nourritures des yeux, ce qu'on va chercher au niveau des yeux. Le regard. La nourriture émotionnelle aussi, c'est important. De quel type d'émotion je me nourris? Quand je parle d'émotion, est-ce que je me nourris de peur? Est-ce que je me nourris d'éléments
que je vais lire qui m'amènent vers des sensations de peur, de trahison, de colère, de résignation, de dépression. C'est important ça, parce que ça affecte tout mon système digestif, le foie, le pancréas, la rate, les reins, l'estomac. Toute cette zone, toute la zone du plexus est affectée par le type de nourriture que je vais prendre au niveau émotionnel. Donc, c'est important de me nourrir de joie, de légèreté, de gaieté, de vraiment pour pouvoir ressentir une légèreté au niveau du plexus pour que je me sente bien. Alors, si je me nourris d'éléments négatifs, lourds, de critiques, de jugements, de colère, je m'aide pas du tout, mais vraiment pas à aller mieux dans mon quotidien. En fait, souvent les critiques, les colères, les jugements sont associés à des éléments extérieurs à moi. J'espère que vous vous jugez pas vous-même, j'espère que vous vous critiquez pas vous-même. Si vous le faites, cessez ça immédiatement. Reconnaissez qui vous êtes, reconnaissez vos beautés intérieures, c'est important. Alors, donc, c'est ça, c'est de choisir nos émotions, choisir de quoi je me nourris au niveau émotif. Un autre élément important pour maintenir mon état d'équilibre, ou du moins pour le retrouver, c'est mon état intérieur. Est-ce que je suis dans un état de calme, de paix, de légèreté, de joie, peu importe? Regardons tous les états intéressants à créer à l'intérieur de soi. Et comment je peux le retrouver? Tout le monde dans sa vie a connu, à un moment donné, un état, disons, d'expansion. Prenons l'état d'expansion. Imaginons que je gravis une montagne, j'arrive en haut et là, tout à coup, je peux voir, je peux contempler le magnifique paysage et wow, j'ai l'impression là, que c'est grand, c'est large et ça va jusqu'à l'infini. À peu près tout le monde a vécu ça dans sa vie et on peut retourner à ces moments-là, se replonger profondément, intensément dans ces scènes-là, retrouver ces souvenirs-là dans notre passé où on a vécu ces moments-là et les revoir, les revivre à l'intérieur de soi tant et tant que l'état s'imprègne. C'est comme si je le revivais instantanément. Vous savez, on le fait naturellement avec des éléments du passé. On retourne très facilement vers des émotions contractées, des émotions lourdes du passé, des peurs, des doutes, des craintes, des trahisons, des insécurités, des jalousies, etc. Alors, on a aussi la capacité, je vous le dis, d'aller vers des états qui sont agréables, pas que les états désagréables. Donc, pour retrouver mon état d'équilibre, j'ai à retrouver ces moments-là dans ma vie où j'ai vécu, par exemple, un grand état d'amour, un amour, peut-être un amour divin, un amour d'union à la vie, à l'univers profond, et recréer cet état-là à l'intérieur de moi. Peut-être quand mon enfant est venu au monde, quand je l'ai vu pour la première fois sourire, quand il a dit son premier mot. Alors, des états comme ça, des grandes joies profondes, pas des petites joies associées à « bon, j'ai eu un cadeau pour Noël », mais je parle la joie profonde, une joie d'être, une joie d'exister. Peut-être un moment où je me suis exprimé, pas exprimer des éléments lourds, pas exprimer des contractions intérieures, mais une expression de soi, j'appelle, qui peut être à travers l'art, à travers la musicalité, à travers une expression corporelle, verbale, peu importe. Vous me suivez? Quand je parle d'expression, je parle pas nécessairement d'expression, de frustration, de colère. C'est pas de ça que je parle. Je parle de l'expression du soi profond de qui on est, plutôt que de l'expression de nos émotions contractées. C'est pas la même chose. Donc voilà, un autre élément au niveau du rééquilibre qui est très important. Aussi, quand je me couche le soir, c'est important que je comprenne que toute la nuit, là, je continue de vivre et je continue d'exister. Alors, il se passe plein de choses. J'ai des rêves, mon esprit voyage, je me promène dans toutes sortes d'endroits, de plans de conscience, et puis quand je reviens le matin au réveil, c'est important de prendre le temps de me souvenir, de me rappeler qui je suis, pourquoi je suis là sur la Terre, et si je le sais pas vite, je dois le trouver, c'est important. Et retrouver mes buts, mes idéaux, qu'est-ce que je veux, moi, dans la vie? Dans mon idéal de vie, et retrouver cet état-là intérieur et cette connaissance-là et cette union-là pour que ma vie fasse sens. Parce que quand je sais qui je sais pourquoi je suis là, ça va guider
tous mes choix au quotidien. Souvent, on ne sait pas trop quoi choisir. Est-ce que je prends ça, je prends ça? Est-ce que je choisis ça, je choisis ça? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'étudie dans ça ou dans ça? On ne sait pas. Alors que si on se connaît profondément, ça devient très clair et très facile de choisir parce qu'on choisit en cohérence avec ce qu'on sait qu'on est et ce qu'on sait qu'on veut. Donc, retrouver la conscience de qui je suis et actualiser ça dans ma vie au quotidien. Un autre élément important, c'est la création. Créer veut pas dire dessiner, veut pas dire peindre, veut pas dire sculpter. Peindre, c'est créer, sculpter, c'est créer, dessiner, c'est créer. Mais quand je parle de création, je parle plus large que ça. Une création, ça peut être, par exemple, créer une conférence, c'est une création. Pourvu que pour moi, ce type de création-là fasse sens. Il y a certaines personnes pour qui ça dit rien, ça les fait pas vibrer de faire une conférence. C'est pas ça leur moyen d'expression. Pour eux, ce qu'ils souhaitent, c'est prendre un pinceau, jouer avec les couleurs, créer des formes, pas dans les performances, pas pour le résultat, mais pour la joie de le faire, peu importe ce que ça donne en bout de ligne. On n'est pas dans l'évaluation du résultat, on est dans le processus de création. Et la création, ça nous amène dans un état de joie profond où on perd un peu le sens du temps. Je vous donne un exemple. Je me souviens, il y a plusieurs années, j'avais un rêve. Je voulais me construire un véhicule récréatif. Et j'ai imaginé ce véhicule-là. Hein, vous savez, celui qu'on peut dormir à l'intérieur, qui a un lit, qui a un petit poêle, un petit frigo, etc. Je voulais me construire ça, un véhicule récréatif. J'avais pas l'argent pour m'en acheter un neuf, par contre, je pouvais certainement m'en construire un. Et c'est un rêve d'enfance. Je sais pas pourquoi, mais quand j'étais petit, enfant, je me voyais vivre peut-être même dans un véhicule récréatif, ou du moins en avoir un. Et un jour, j'ai décidé de créer ce véhicule-là. Eh ben, ça m'a pris un mois, où je travaillais environ 15-20 heures par jour à l'intérieur du véhicule. J'oubliais de manger, je voyais pas le temps passer. J'étais dans un état d'effervescence joyeuse, créatrice. Je ressentais bien sûr une fatigue à la fin de la journée, mais une satisfaction profonde d'avoir suivi ma pulsion créatrice. Peu importe le résultat. Le résultat était très intéressant aussi, mais du moins, c'était le processus créateur qui était pour moi, qui a été un enseignement vraiment profond de vie. J'ai dit, wow, j'ai une pulsion, j'ai une idée, je la structure, je la mets en œuvre et voilà, je m'y investis totalement. Pas que dans ma vie, j'ai à construire des véhicules récréatifs, c'est vraiment pas ça mon essence, mais il demeure que j'ai quand même utilisé un processus créateur à ce moment-là qui m'a permis de toucher à une sensation de réalisation de moi-même. Je me réalisais à travers la construction de ce véhicule récréatif-là. Et qu'est-ce que je réalisais? Je réalisais ma capacité de le faire. Pas tant le résultat, mais ma capacité. C'est ça que je réalisais. Je réalisais pas le véhicule. Je réalisais ma capacité de créer ce véhicule-là. Je réalisais ma capacité de compréhension de plusieurs éléments techniques, mécaniques, électriques. Parce que vraiment, j'ai travaillé très fort là-dedans. J'ai appris sur plein de choses. Et pour moi, ça a été un mois de ma vie qui a été très enseignant au sens profond spirituel. Maintenant, c'est pas ma création à partir de mon essence, mais c'est du moins une création à partir de mon énergie créatrice. L'énergie créatrice, regardons ce que c'est quelques instants. Si je regarde au niveau de mon ventre, hein, c'est avec l'énergie qui est dans mon ventre qu'on fait des bébés. Hein? Une femme va porter un bébé dans son ventre et va le créer, va le manifester. Et c'est cette énergie-là qui est la puissance de vie, la force de vie. Hein? Le chi, on retrouve ça là, l'énergie de Kundalini, ça prend toute son essence au niveau de mon hara, au niveau de mon ventre. Et ça, c'est une énergie extrêmement puissante. C'est l'énergie qui fait qu'on s'élève, qu'on se lève. Quand je veux lever quelque chose de lourd, c'est pas mes bras qui lèvent l'élément lourd, c'est mon ventre qui me donne la force, qui envoie la force à mes bras, bien sûr, mais c'est pas une force musculaire, c'est une force de vie, c'est une puissance, une énergie de vie, et c'est cette même énergie de vie-là
qui sert de création. Création, c'est destruction. Hein? Ça, c'est deux énergies qui se côtoient. Donc, il y a les intestins qui sont là pour détruire, transformer et éliminer. Et il y a aussi l'énergie des organes créateurs, des organes génitaux où on va créer des bébés. Alors, c'est la même chose. On va créer avec cette énergie-là. Donc, c'est la même énergie création-destruction, c'est celle-là. C'est pour ça, puis là, je fais une parenthèse, que souvent, on voit des êtres qui sont dans des états de frustration interne et qui vont se mettre à détruire. Pourquoi? Parce que on ne leur donne pas la chance ou ils ne voient pas comment ils pourraient créer. Alors, plutôt que d'aller vers la création, ils vont aller vers la destruction parce que l'énergie est trop puissante à l'intérieur d'eux. Et ça me fait penser aux adolescents de notre société, parce que dans certaines sociétés, ça n'existe pas, les crises d'adolescence. Mais la crise d'adolescence est une pulsion extrêmement puissante de création. Mais dans notre société, on nous dit « Ah, t'es encore trop jeune, tu peux pas réfléchir, tu peux pas penser, tu peux pas parler, continue d'étudier, tais-toi, et tu nous parleras quand tu auras un diplôme, quand tu pourras nous prouver que tu es intelligent et que tu es capable de réfléchir. » C'est ça, hein, essentiellement, le message. Donc, quand tu auras 18, 21, 25, on t'écoutera. Pour l'instant, tu es trop jeune. Mais pourtant, la biologie, à partir d'autour de 14 ans, 15 ans maximum, notre corps est 100% prêt à créer des bébés, créer des idées, et on est là, on est dans toute notre effervescence, l'effervescence créatrice. Mais la façon que la société est construite, ça nous garde encore comme des enfants, vraiment. On n'est même pas des ados. On est des ados, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Hein? On nous garde encore enfants pendant une longue période. Et souvent, on voit des frustrations quand c'est pas utiliser l'énergie créatrice. Heureusement, il y a toutes sortes de cours, d'éléments qui existent pour amener ces adolescents-là à s'exprimer, à utiliser leur énergie créatrice. Et ceux-là n'ont pas de crise majeure d'adolescence. Mais ceux qui ont une crise majeure d'adolescence, il faut se poser la question. Comment leur énergie créatrice est-elle utilisée ou canalisée? Alors voilà. Voilà un autre élément au niveau du rééquilibre. Utiliser notre énergie créatrice pour sentir qu'on est créateur. Et une création, évidemment, qui est utile pour soi, pour les autres, qui n'est pas destructrice. Quand je parle d'utilité, je parle qui n'est pas destructrice, qui n'ira pas, tu sais, je peux bien créer une bombe atomique qui va aller tuer des gens, mais je parle pas de, c'est pas de ça que je parle. Je parle de l'énergie créatrice qui va créer quelque chose d'expansif, quelque chose qui va servir les autres. Et moi-même au passage. Un autre élément important pour retrouver son équilibre au quotidien, c'est les amis. À peu près tout le monde a un ami dans sa vie, au moins. Je parle pas des connaissances, hein? Je parle vraiment de l'amitié profonde. On a un ou deux amis dans notre vie généralement. C'est rare qu'on en a 25, j'ai jamais vu ça. Alors, on a 25, 100, 200, 300, 3000 connaissances. Mais l'amitié profonde, généralement, c'est une ou deux personnes dans notre vie avec qui on va pouvoir dire « j'ai véritablement une amitié profonde ». Et ces amis-là, ces amitiés-là sont très, très, très précieux. Parce qu'un ami, c'est quelqu'un qui nous connaît vraiment. Moi, je dis souvent quelqu'un qui te connaît vraiment puis qui t'aime pareil. En voulant dire, il sait tout de toi, il sait tous tes travers, il sait tous les éléments que t'as fait, que t'as pas fait, tes bons coups, tes mauvais coups. Il sait tout puis il t'aime quand même. Alors, c'est précieux, un ami. C'est quelqu'un qui a aucun jugement, qui va te donner l'heure juste, le regard juste, et qui va te dire véritablement ce qu'il pense de ce que tu lui apportes, et qui n'aura pas peur que tu cesses de l'aimer, parce qu'il sait que tu l'aimes de toute façon. Tu le connais vraiment et tu l'aimes, peu importe ce qu'il dit, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, peu importe. Et donc, c'est une conversation qui est tout à fait claire, juste, transparente et directe. Et donc, ces amitiés-là sont très précieuses. Alors, quand je veux me rééquilibrer, ça peut être intéressant d'appeler mon ami. Évidemment, si je l'appelle jamais, puis je l'appelle juste quand ça va mal, ben là, peut-être qu'il va me dire, écoute, tu sais, je suis pas disponible. Mais si je prends le temps d'écouter mon ami, que je suis avec lui régulièrement, ben au moment où je vais avoir besoin de lui parler, d'être en contact avec lui, ben à ce moment-là, il va y avoir vraiment cette disponibilité-là et on va pouvoir aller en profondeur. Et ça aide à se rééquilibrer et à retrouver l'équilibre.
On voit ça souvent des gens qui se sentent pas bien, ils se sentent déprimés, ils appellent leur ami, ils se parlent 15-20 minutes, 10 minutes, le temps qui est là, le temps qui est disponible, mais une vraie conversation profonde, pas une conversation « Ah, qu'est-ce que tu as fait hier, puis qu'est-ce que tu vas manger demain? » Une conversation profonde. Et en quelques minutes, on retrouve une sensation d'équilibre. Ça aussi, c'est très important, l'amitié, dans ce sens-là. Les connaissances aussi, c'est important, mais c'est pas quelqu'un avec qui on va avoir une relation nécessairement profonde, on va partager des éléments profonds. Par contre, si j'ai des connaissances avec qui je vais jouer au tennis, par exemple, et que je veux retrouver mon équilibre, ben, des fois, d'aller faire un peu d'exercice, ça fait du bien, l'exercice physique, hein? Ça recrée un équilibre hormonal à l'intérieur de soi. Donc, ça peut être intéressant d'appeler des gens, dire, bon, ben, regarde, je resterai pas toute seule chez moi à attendre que le temps passe et à me morfondre, je vais plutôt aller jouer au tennis. Donc, je vais appeler les gens avec qui je joue au tennis et je vais leur proposer qu'on aille jouer ensemble aujourd'hui. Et aussi, ça donne un but à ma journée et je sais que je vais faire ça. Alors déjà là, ça va mieux. C'est un autre élément d'outil de rééquilibre. Alors même si je suis pas en déséquilibre, je peux aussi avoir des buts comme ça, je peux avoir des moments que je sais que je vais avoir une rencontre intéressante, agréable avec quelqu'un, aller au cinéma, aller au restaurant, inviter quelqu'un chez moi à manger ou aller manger chez quelqu'un, partager du temps avec une personne humaine, vivante. Et si c'est au téléphone, ce sera au téléphone, mais moi je privilégie évidemment les rencontres où on a un contact visuel, physique avec l'autre personne, une rencontre énergétique, pas seulement une rencontre virtuelle. Ça n'a pas du tout le même impact ni la même profondeur. Et je termine bien sûr en vous disant qu'un des derniers éléments à vous transmettre, c'est l'importance d'être accompagné dans sa vie. Ça peut être par un ami, mais d'avoir quelqu'un, un thérapeute, un psychologue, un coach, selon ce qu'on a besoin, selon le moment, massothérapeute, ostéopathe, peu importe, mais quelqu'un qu'on peut consulter, avec qui on va pouvoir échanger, qui va nous donner un regard sur nous, sur notre vie ou sur ce qu'on lui apporte, qui va être détaché. Donc, pas une personne qui a un intérêt quelconque de séduction, un intérêt quelconque au niveau d'être aimé ou de vouloir aimer ou quoi que ce soit, mais plutôt quelqu'un qui a une certaine forme de neutralité qu'on peut consulter pour pouvoir aller avoir, comme on dit, l'heure juste. Quelqu'un avec qui je peux avoir un dialogue de fond. Alors ça aussi, c'est un élément de rééquilibre important. C'est quelque chose que je privilégie, c'est quelque chose que j'offre aussi. C'est mon travail, c'est ce que je fais professionnellement, d'accompagner les gens dans leur quotidien et d'avoir de vraies conversations profondes avec eux. Donc, dans ce sens-là, c'est un outil de rééquilibre très important. Alors, si vous souhaitez approfondir, quel que soit l'outil de rééquilibre que je vous ai transmis, il va y avoir d'autres conférences disponibles qui vont approfondir plusieurs de ces sujets. Aussi, vous pouvez prendre une consultation, que ce soit via Skype, si vous êtes à l'extérieur de la région de Montréal ou Laval au Québec, ou si vous êtes local à l'intérieur de cette région, mais à ce moment-là, on peut se rencontrer dans mes bureaux. Et puis, ce sera un plaisir et une joie de partager et d'échanger avec vous. Merci.